Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne, l'émission qui se passe ici même, Bassin-Labou, dans un endroit un peu calme, tranquille, reposé, où cette semaine, on a un face-à-face, presque en intimité. Quand je vous dis presque en intimité, c'est parce qu'on a voulu aussi prendre notre distanciation, parce que la mesure de distanciation est réunie ce soir, puisqu'on est vraiment à plus d'1 mètre de distance. Hein. Voilà. Je suis avec monsieur Jean-Hugues Rattenon, député de la 5e circonscription de La Réunion. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus. Il y a un petit peu plus. Hein. Ouais. Moi, j'ai 1 mètre dans la tête, hein, puisque je suis dans le métier du bâtiment, tu connais. Effectivement. Hein. Et donc là, on a voulu respecter ça, mais l'émission s'appelle « En pleine intimité avec monsieur Jean-Hugues Rattenon ». On peut être en pleine intimité à 1,50 m de distance. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Ça s'appelle Zigzag, l'émission. Et les zigzags, ça va un petit coup à droite, ça va un petit coup à gauche, mais il paraît qu'on retombe toujours sur nos pas. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on va parler de monsieur Jean-Hugues Rattenon. Parce que toute la Réunion, il connaît monsieur Jean-Hugues Rattenon. Hein. Mais ça cause créole avec vous. Parce que. Ben allons, c'est mieux. Quand même. Hein. Voilà. Toute la Réunion, il connaît à où. Parce qu'il était un bâton. Hein, où la partie presque à la limite de rien pour arriver aujourd'hui. C'est pas comme elle était un bâton, toujours un bâton. Toujours un bâton. Toujours. Hein, toujours un bâton. Mais si nous doit qualifier monsieur Jean-Hugues Rattenon, c'est qui monsieur Jean-Hugues Rattenon? Jean-Hugues Saint-Mamaïlacour, c'est un résistant, c'est quelqu'un qui a connu quand même des difficultés. Jean-Hugues, parle de Jean-Hugues à la 3e personne. Bien là. sûr. C'est par rapport à la question qu'on la pose à moi. C'est quelqu'un que l'a vu quand même, sa famille travailler très dur, ses amis travailler très dur. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut dire quand même que moi, je viens d'un quartier de Brapano qui s'appelle Kanjako. Oui. Pas trop loin à côté, c'est Kanseasso, donc un peu à l'écart du centre-ville, un peu à l'écart des institutions, donc ça la forge aussi ce caractère que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être à l'écart, nous devons être au centre. Oui, oui. Et personne ne doit être à l'écart, quelle que soit la famille dans laquelle on est né, quel que soit le quartier dans lequel on est né, quel que soit le milieu professionnel, on ne doit jamais être à l'écart, on doit être au centre de tout. Parce qu'on doit être acteur et non uniquement spectateur. Et il arrive à où de temps en temps d'être spectateur, mais c'est pour observer, regarder et se mettre au service des autres en tant qu'acteur. Alors là, toujours les gens qui aiment Mao, et même ceux qui n'aiment pas, peut-être qui existent, hein, mais ne connaissent pas trop, mais l'a toujours qualifié de politicien de proximité. C'est-à-dire qu'on a toujours été très proche des gens. Comment ça se fait? C'est parce que c'était une volonté vraiment en haut en disant que si mi doit avancer un petit peu dans ce milieu-là, il faut vraiment que ça va vraiment au cœur de la personne, au cœur des gens, au cœur de la population. Non, c'est pas si mi veut avancer dans ce milieu, il faut me savoir au cœur. Non, m'aller au cœur, il faut me savoir dans ce milieu-là. Oui. Donc, comment, comme qui dirait, si on veut mettre à haut au service des gens, il faut que vous saviez là où estime que vous pouvez faire. Donc, nous parmi les gens qui rencontrent les difficultés au quotidien, problèmes de logement, problèmes de pouvoir d'achat, problèmes de travail, problèmes sanitaires, etc. Donc, où ça, ils décident? C'est chez les politiques qui décident, chez les gouvernants. Donc, nous ne pouvons pas rester de l'autre côté et toujours attendre. Il faut aussi aller de l'autre côté. Parce que nous connaissons notre problème, nous vivons au cœur des problèmes. Et nous ne pouvons pas toujours laisser aux autres la parole, notre parole. Et donc, c'est d'être porte-parole de quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Après, c'est quelqu'un de proximité. M'a dit, c'est ma proximité, c'est ma vie, c'est mon identité, c'est tout ce que il est dans la vie. Et donc, moi, sera, comme qui dirait, des fois, moi, je me dis, aujourd'hui, moi, les députés. Demain, si la population décide que moi, les plus député, moi, sera Jean-Hugues, tout simplement. Il y a un journaliste à La Réunion, qu'on ne va pas le citer, mais il se reconnaîtra, qui a dit un jour dans un édito que tout est politique. Ramener ses enfants à l'école,
est politique. Traverser la rue est politique. Conduire sa voiture est politique. Hein? Tout est politique. Est-ce que c'est, d'après ce constat-là, que Jean-Hugues Granon a décidé un jour ou l'autre de faire de la politique? Mais c'est extraordinaire parce que moi, je dis toujours, tout est politique. Et moi, je dis devant tous ceux qui écoutent à nous ce soir, à aucun moment nous l'a préparé cette émission. Et ce que vous dites tombe bien. Il tombe très bien. Et c'est ce que moi, je dis aux gens, tous les jours, tout le temps, ce matin encore, et sûrement demain. Arrête de dire, mais fais pas de politique, mais occupe pas de politique. Parce que le politique, il occupe à où? Je n'occupe pas de lui. Tout est politique. Quand on déplace, c'est des décisions politiques qui permettent de déplacer. Et notamment, quand on prend la route, c'est une décision politique. Bien sûr. La voiture, c'est une décision politique. Sûr. La manière d'acheter la voiture, c'est une décision politique. L'école, c'est politique, c'est une décision politique. Tout est politique. La liberté d'expression est politique. Tout est politique. L'émission, ce soir, tout en étant apolitique, il est politique. Et au début, avant d'entrer en politique, je me disais, j'aimerais bien être la politique dans la politique. Un apolitique dans la politique. Mais dès le moment où il est dedans, où il est politique. Oui, tout est politique, tous les jours. Ce que nous mangeons est politique. Le sucre dans les boissons, c'est une décision politique. Trop de sucre ou pas assez de sucre. Notre manger, si aujourd'hui nous plaît à nous que nos fruits, nos légumes ne sont pas suffisamment bio, parce qu'il y a une décision politique. Et pour que demain nous mange mieux, plus sain, il faut qu'on ait une décision politique. Tout est politique. Ouais. La santé est politique. Bien sûr. Notre condition d'existence, notre condition sine qua non d'existence dans ce milieu économique et politique, hein, bien entendu. Hein. Alors, mais en même temps, si je me peux permettre à moi, c'est ce côté républicain de la politique qui manque. Et c'est le combat que nous devons mener. Ouais. Et en même temps, c'est la représentativité, c'est la démocratie que l'on est en danger. Donc, il faut que nous mènions ce combat pour qu'il y ait plus de démocratie, plus de représentativité en politique. Donc, arrêtons de dire « m'y occupe pas ». Non, il faut nous occuper. Si nous voulons changer, il faut nous savoir dedans. Ouais. Et moi, souvent, j'invite tous ceux qui se plaignent, allons. Laisse pas le terrain pour Bana. Allons sur ce terrain-là. Parce que Bana cause de nous sans nous. Allons causer de nous entre nous. Alors tout à l'heure, monsieur... Excusez-moi, mes causes, bon, on peut... Ouais, non, mais très bien, parce que ce soir, ça, c'est où on a la parole, hein, bien entendu. Hein. Et me disait tout à l'heure, hein, puisque nous sommes vraiment entre nous en deux créoles, et nous avons le pouvoir de parler un certain langage que ça ne comprend pas, nous va dire comme ça, aller apprendre, mais il va comprendre, sinon nous va sous-titrer dessous. Hein. Et nous a dit comme ça tout à l'heure que où t'entrer en politique était lié à une proximité par rapport à ce que vous voulez, hein. C'est vraiment le personnage que vous jouez, hein, où les pas du genre aller inventer un personnage, hein. C'est vraiment qui joue ce rôle de politicien-là, où l'a compris que si on veut gagner le cœur des gens pour pouvoir les aider, bien entendu, puisque tout est politique, hein, il faut aller au plus près des gens. Mais aller au plus près des gens, est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu aussi dangereux, hein, c'est-à-dire qu'on a le pour, on a le contre, c'est un petit peu, comme on dirait, faire du funambulisme sans filet, à la limite. Effectivement, parce que c'est dangereux et c'est vrai que des fois c'est très compliqué. Parce que les gens, quand ils voient haut avec un mandat politique, pensent que vous pouvez tout faire et tout de suite. Oui. Et ceux que les dans autres véhicules vite teintés, ils ne voient pas autres. Ceux que les dans autres bureaux, ils ne voient pas autres. Il y en a des moments... le fait qu'il n'est pas en contact et qu'on n'est pas en contact avec lui, il y a des choses qu'il n'y a pas de lui, qu'il n'y a pas de mon ali. Alors que moi, mais c'est tous les jours les gens ils appellent à moi. Moi, il répond toujours au téléphone. Sinon, moi, il rappelle comme il ne peut pas répondre. Et quand les gens ils interpellent à moi dans le chemin, il prend le temps d'arrêter. Je prends un chauffeur. À moi-même, il conduit mon auto. À moi-même, il achète mon affaire à la boutique. Donc,
et veut dire que vous êtes vraiment au cœur de la cité. Et des fois, on a des gens, les autres sont tellement dans un problème qu'à un moment donné, les autres ne font plus la différence entre les élus. Et l'idée vide son cœur. Et des fois, il chagrine à où, il fait mal à où, il faut dire les choses comme il est. Mais il faut qu'on est capable de comprendre, Ali. On est capable de comprendre. Mais ne dis pas qu'on a point d'abuser, hein. Allons dire les choses clairement. Mais il faut comprendre les gens. Et plus sous le cœur aussi, plus on voit comment la société évolue. Comment elle évolue, comment les gens l'entendent évoluer. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que les gens sont de plus en plus isolés dans notre façon de penser, isolés physiquement chez eux. Et ça, il faut que nous trouvions les solutions rapidement. Et la Covid n'aide pas, la crise sanitaire n'aide pas malheureusement à ce que nous sortions de l'isolement et que nous trouvions véritablement le bien-être. On l'a vu comme elle arrive ici, premières affaires m'y fait, m'y regarder un peu partout, ça regarde les animaux, m'y regarde les plantes, tout cela, parce que c'est le bien-être, c'est la vie. Et après, quand ça me dit, mais il est bien là. Il est agréable là. Malheureusement, tout le monde ne peut pas dire ça. Tout le monde ne peut pas ressentir ça. Et ce n'est pas normal. C'était un de bons combats dans la genèse politique de Jean-Hugues Radon, puisque nous avons vraiment dans ce milieu social, avec le COSPAR, par exemple. Parce que vous pouvez en parler à nous un petit peu de ce COSPAR-là et qu'est devenu ce COSPAR? Avant de dire ça, je voudrais revenir sur nous rayonner. Nous créoles. Et tout à l'heure, nous causer, si Néna ne comprend pas, mais allez apprendre. Parce que nous l'apprendre, nous, notre façon de causer. Mais apprendre les nôtres. Bien sûr. Et à l'Assemblée nationale, comme à la cause créole, Lucie, elle arrive à niveau à moi, elle a dit, monsieur le député, pouvez-vous traduire? Ma réponse était, quand quelqu'un s'exprime en anglais ou dans une autre langue, vous avez un traducteur. Alors allez chercher un traducteur. Donc il faut nous faire respecter à nous aussi. Ça ne veut pas dire que nous sommes insolents. Ça veut dire qu'il faut nous les fier de ce que nous sommes, qui ça nous représente. Donc voilà, pour moi, je voulais dire ça. Mais en même temps, on a perdu le fil. Le COSPAR, le côté social. Quand on dit moi ça, je ne peux pas répondre à ça sans avoir une pensée quand Bien même. Sûr. Pour quelqu'un que la quitte à nous, là, pas trop longtemps, Yvan Waro, premier secrétaire de la CGTA, que la quitte à nous n'est à peine un mois, puisque c'était lui, il était à la tête du COSPA et nous l'étions, en guillemets, les lieutenants. C'était un moment très fort dans l'histoire de la Réunion où le peuple s'est révolté, entre guillemets. L'autre événement aussi fort, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et le COSPA, c'était un moment fort où, par rapport à un certain nombre de problématiques rencontrées sur le territoire, mais aussi sur d'autres territoires, aux Antilles, etc. Donc, comment essayer de trouver des solutions sans pour autant tout casser. Le peuple se rassemble sur un certain nombre de mots d'ordre et puis il y a ce qu'on appelle les discussions, les concertations, les négociations. Pour moi, c'est ça le COSPA. Et ça a débouché sur un certain nombre d'acquis. Nous prenons l'exemple des carburants, pour prendre que ça comme exemple. Aujourd'hui, même si nous peut plaindre nous que les chers, mais nous l'avons réussi à stabiliser le coût. Autant pour les consommateurs, les usagers lambda, mais autant pour les professionnels aussi. Nous l'avons réussi à faire jouer plus ou moins la transparence. Il manque un morceau au niveau des traders, là-bas, à Singapour, etc., où ça, ils achètent et ils ramènent. Il manque quelques points sombres encore. Nous la pointe totalement la transparence. Mais nous l'avons réussi quand même à avoir la structuration des prix, ce que l'a permis quand même de réguler les prix jusqu'à aujourd'hui. Le carburant, le gaz, etc. Mais là aussi, mis sur la table le grand débat sur le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, quand on parle du pouvoir d'achat, les gens plus ou moins ils connaissent ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'INE a son pouvoir d'achat, mais il connaît plus. Il maîtrise, c'est un moment d'éducation populaire aussi, où il maîtrise, il connaît un peu ce qui aide à lui, justement, demain, à voir comment nous avance
dans la société pour les salariés ou en tant qu'entrepreneur, on connaît que les salariés, il a eu quand même quelques acquis pendant un certain temps. Et l'argent que les salariés l'ont eu, c'est de l'argent injecté dans l'économie, il a boosté l'économie. Mais il rappelle, quand maintenant, la remettre en cause le revenu de solidarité temporaire d'activité, le STA, que nous l'a acquis pendant le mouvement du COSPA. Je crois que c'était 100 ou 150 € par mois pour les salariés qui touchaient un revenu de 1,3 ou 1,6 SMIC. Et donc cet argent-là, c'était estimé entre 80 et 100 millions d'euros, il était injecté dans l'économie. Donc il participait à faire tourner l'économie et de fait, il créait de l'emploi induit et les entreprises notamment de proximité, étaient un peu en meilleure santé. Et quand la banale a enlevé ça, me rappelle, me disait aux entreprises, le fait d'enlever ça, vous allez vous-même être en situation de difficulté. Et quelques mois après, on a dit, oui, effectivement. Parce que ces gens-là, ils venaient acheter. Ils ont moins d'argent, ils achètent moins. Donc, c'est comme si on enlève du carburant dans le moteur. C'est comme si on enlève du charbon dans le moteur. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça le combat. C'est un combat social, mais un combat économique aussi. D'accord, on a parlé du COSPA, bien entendu, mais on pourrait aussi parler de la même chose des Gilets jaunes, parce qu'on est sur tous les fronts, monsieur le député. À chaque fois qu'on parle d'un pouvoir d'achat, à chaque fois qu'on parle d'une sécurisation d'emploi, ou bien sinon d'un mal-être social, où est là? Comment ça se fait? Parce que mal a vécu pendant des années avec les minima sociaux. Mal a vécu pendant des années où chaque mois, mal était à découvert. Même si on emprunte 100, 200 € avec un ami ou un membre de la famille. Mais il faut rendre ça. Mais il reste toujours là. On est dans un cercle infernal. Et donc, on connaît les difficultés. Très honnêtement, aujourd'hui, on n'a plus ces mêmes difficultés. Mais quand tu connais, quand on l'a vécu, ça l'est ancré là-dedans. Donc tu connais ce que vivent les gens. Et quand arrive le mouvement des Gilets jaunes, c'est le problème du pouvoir d'achat que les posé. Mais c'est le problème de la démocratie aussi, de la représentativité, puisque les gens demandaient aussi le référendum d'initiative citoyenne, parce que je t'estime que les politiques prennent des décisions alors même que je ne connais pas les problématiques. Donc, il dit, nous les capables aussi de prendre des décisions par nous-mêmes et nous fait poser un certain nombre de problèmes. Allons passer par le référendum. Donc, pour moi, c'était un grand moment dans l'histoire de la Réunion. Nous n'avons pas réussi à mener aller jusqu'au bout parce que le pouvoir est très puissant et des fois, il utilise des manœuvres qui échappent à nous. Parce que c'est des hauts fonctionnaires avec des capacités de diversion, de capacités de division de la population. Mais au fond de moi, je suis convaincu qu'il y aura un autre grand mouvement à La Réunion. D'accord. Alors, M. Rattenon, est-ce que cet arrêt momentané des Gilets jaunes n'est pas un petit peu dû aussi à cette crise sanitaire qui nous tient et qui ne nous lâche plus? On a l'impression que le gouvernement est plus attaché à cette crise sanitaire et donc, du coup, tout le monde ne peut plus manifester comme il veut. Et donc, est-ce que cette crise sanitaire ne sert pas de couverture aussi pour éviter toute débordement éventuel de la population pour ce fameux gilet jaune? Les gilets jaunes, pour moi, ça a vécu. Gilet jaune, c'est une appellation. Bien sûr. Mais à l'arrière de cette appellation, il y a toujours des revendications. Il y a des revendications, oui. Il y a un mouvement populaire, le peuple est en mouvement. Et le peuple est toujours en mouvement, mais freiné par la crise sanitaire aujourd'hui. C'est vrai que nous avons le sentiment que le gouvernement, l'État français, utilise cette crise sanitaire pour canaliser, stopper. Mais jusqu'à quand? Oui. C'est pas possible de canaliser jusqu'à la fin. Et plus on avance dans le temps, plus il y a un réveil populaire qui ne s'exprime pas de la même manière que le mouvement des Gilets jaunes, qui s'exprime d'une autre façon. Mais dès le moment où nous allons sortir de la crise sanitaire, le peuple se réveillera. Le peuple sera présent.
Pourquoi? Parce que le gouvernement utilise la crise sanitaire pour remettre en cause un certain nombre de libertés. Dernièrement, il y a eu une mobilisation à Saint-Paul sur les textes liberticides. Donc on sent bien que le gouvernement veut utiliser cette crise. Le gouvernement français n'est pas à l'origine de cette crise sanitaire, puisque c'est une crise mondiale. Bien sûr. Mais utilise, pas seulement le gouvernement français, utilise cette crise justement pour bloquer, pour temporiser, pour empêcher la population d'avancer. Et donc, mais ils vont le faire, ils jouent avec le temps, ouais. Ils jouent la montre. Bien sûr. Bien sûr. Alors, M. Radnon, on va passer d'un sujet un petit peu différent où là, M. Radnon n'est plus dans le côté des Gilets jaunes, de la partie sociale, de la population vraiment, mais de l'autre côté, presque à la limite du côté du gouvernement, puisqu'on est en député. Hein. Est-ce que c'est là vraiment la solution pour pouvoir aider toute cette population en détresse? Est-ce que quand on est député, on a vraiment la possibilité d'aider tous ces gens-là, ou bien sinon on a quelque part aussi les mains liées et il faut se battre tous les jours pour aider les gens Petite rectification. Qui vous ont élus et pour les aider, bien entendu. Il faut rectifier tout de suite. Le fait d'être élu ne fait pas de vous de quelqu'un qui est du côté du gouvernement. Pas du tout. Je suis totalement... C'est dans la tête de beaucoup de monde. Hein, non, vous représentez l'État en dehors dans des situations... vous représentez l'État, mais vous ne représentez pas le gouvernement. À aucun moment, j'ai représenté le gouvernement français et je refuse de représenter ce gouvernement et je refuse de considérer que je suis dans le gouvernement. C'est pas possible parce que ce gouvernement, c'est totalement à l'opposé de ma vision de la société. Mais en même temps, je comprends bien la question. Mais imaginons que s'il n'y avait pas nous, l'opposition, s'il n'y avait pas nous avec cette force de proposition et d'opposition, ça voudrait dire que le gouvernement avait totalement les mains libres. Il pouvait faire n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Donc, aujourd'hui, nous sommes un peu les garde-fous. Nous sommes un peu les gardiens de l'intérêt du peuple. Et j'ai fait un certain nombre de propositions, d'amendements pendant le vote des textes proposés par le gouvernement. Il y a des moments où mes amendements sont passés, des moments où ils piquent vos amendements quand ils considèrent que c'est bon. Donc moi, dès le moment où le gouvernement rejette votre amendement, mais reprend et retravaille et redépose d'une autre façon, à partir de là, pour moi, c'est gagné. Dès le moment où ça va dans l'intérêt du peuple. Donc, et en même temps, je prends l'exemple de la réforme constitutionnelle quand il y a eu l'affaire Benalla. C'est grâce à l'opposition qui a eu l'affaire Benalla, qui a eu l'enquête parlementaire, qu'on a bloqué la réforme constitutionnelle qui allait contre l'intérêt du peuple français. Donc, on a gagné. On a gagné. Donc, sur un certain nombre de textes, on gagne. On gagne. Et je pense que nous avons un rôle important. Et en démocratie, il faut une majorité, il faut une opposition. C'est extrêmement important. Il faut des garde-fous, il faut aussi ce rôle de contrôle. Mais nous avons aussi l'espoir que demain, nous soyons au pouvoir. Parce que notre objectif, c'est d'arriver aussi au pouvoir. Mais ce sera un président élu par la France, et notamment par l'Hexagone, avec une vision de la France hexagonale. Et c'est là où l'élu rayonné, il doit être capable de dire « Oui, moi les avec Zot, oui, mais les Français, mais moi les rayonnés avant tout. » D'accord, mais juste entre nous, est-ce que le point rayonné, quand je dis le point, c'est vraiment le point, la personnalité, une personnalité de la Réunion qui peut changer toute cette politique hexagonale, ou bien sinon, on est là juste pour faire comme le PSI d'un beau carré, donner du goût à la fin? Ben écoute, des fois, s'il n'y a pas un PSU, il ne mange pas, parce qu'il manque les petites affaires. Il manque les petites affaires. Il manque les petites affaires. Moi, nous n'est pas vraiment le PSI dans... Oui, bien sûr, ne sera jamais. Ne sera jamais. Hein? Mais nous comprenons quand nous cause comme ça. Moi, je pense que nous l'est aussi sur le terrain de l'éducation populaire. Nous l'est sur le terrain d'une prise de conscience rayonnaise, c'est-à-dire
arrêtons de croire que nous n'est pas capable. Nous l'est capable. Arrêtons de croire qu'il faut toujours attendre que là-bas, il donne à nous. Nous l'est capable de construire et de produire par nous-mêmes. Donc, nous devons être dans une vision de négociation aussi avec l'État français et non de soumission. Donc, pour moi, c'est ma vision. Et donc, aujourd'hui, l'engagement politique, l'engagement en tant qu'élu, c'est aussi avoir cette vision-là et de dire que demain, pour moi, on ne peut plus rester dans cette relation franco-française uniquement. Nous l'est dans la République française, nous les Français, mais... Notre point compte. Mais nous, c'est Madagascar, nous, c'est l'Inde, nous, c'est l'Afrique. Nous, c'est la Chine. Nous, c'est tout ça. Respecte ça parce que ça, c'est notre force. Un melting pot de culture ici à la Parce que nous sommes capables aussi de causer avec l'Inde, nous sommes capables de causer avec la Chine, nous sommes capables de causer avec l'Afrique, nous sommes capables de causer avec Madagascar parce que c'est là où nous sortent. C'est ça l'affaire à nous. Bien sûr. Nous rayonner. Et ça, c'est cette énergie-là, il faut que nous soyons capables de dire à l'État français, ou on ne peut pas dire, nous ne cause pas avec nos ancêtres qui viennent de là-bas, de partout. Bien sûr. Donc, il faut créer cette relation-là. Et pour créer cette relation avec tous ces grands pays-là, dans l'intérêt de la Réunion, mais aussi dans une relation gagnant-gagnant, dans cette relation gagnant-gagnant avec ces grands pays, eh bien, il faut renégocier notre relation avec l'État français. Monsieur Radenon, Monsieur Jean-Hugues Radenon, nous arrivons à la fin de cette émission. Une question que j'aimerais bien poser, c'est que, bien entendu, dans tout ça, on a des grands projets, parce que l'avenir ne s'arrête pas là, on est encore jeune, hein, comme on dit. Hein. Donc, on a encore du chemin à faire. Hein. Pour vous, ça aurait été quoi, ces projets-là? Ou de rêve, ça aurait été de faire quoi pour la Réunion et pour la France? Parce que maintenant, on travaille pour tout le monde, hein, en tant que député. Oui, mais travailler pour toute la France à une seule condition que la Réunion... Les gagnants aussi. Si seulement pour la France et la Réunion n'est pas gagnant, c'est pas normal. Et nous revient au point de départ de notre discussion. Et quand on dit moi ça... Des grands projets. Quand on dit moi ça, j'ai envie de dire que mon grand projet, c'est que le peuple rayonnais y arrive à comprendre que lui, c'est un peuple, et véritablement un peuple. Ça, c'est pas mon projet, ça c'est mon rêve. Mon rêve, c'est que nous prenions véritablement conscience. On a déjà une prise de conscience. Mon président de groupe à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et dernièrement, quand il était à La Réunion, c'est la première fois qu'on l'a entendu dire parler du peuple rayonné. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer, nous, dans notre façon de présenter à nous. La France, c'est pas un peuple de France, le peuple de l'Hexagone et le peuple des Outre-mer. Et il faut que chaque rayonné lui dise, nous c'est un peuple. Et dès le moment où nous a dit, nous c'est un peuple, c'est là que nous allons avancer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein, on aura pu parler comme ça pendant longtemps, comme ça, puisque je connais que vous êtes, comme on dirait, un puits sans fin, hein, un puits sans fond, hein, dans lequel on peut verser, verser, ça ne se remplit jamais, parce qu'on aperçoit que dans tout ce que vous dites, on a aussi cette passion-là à l'arrière, hein, puisque pour vous, la politique, il est super étonné, mais c'est une passion pour vous, ça. Quand vous voulez le créole, que sa grand-mère décédée à 107 ans, il y a à peine quelques années, elle était la dernière engagée arrivée à La Réunion. Ça veut dire que là-dedans, il y a un fond que les solides et les durs. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Vous les députés, mais vous restez un homme avant tout. Et vous pouvez même oublier le boudin dans le four au micro-ondes, n'est pas grave, vous restez quand même un homme. C'est vrai, Achève raconter. C'est que vers 3h, on était en train de ranger mon parc poule et je mettre un morceau de boudin dans le micro-ondes. Et il me dit, après, je mange pendant la pause et je l'ai oublié. À un moment donné, il a pu visser. Pour visser le planche. Et il m'a cherché. Il m'a senti l'odeur. Il me dit, c'est quoi ça? C'est là que je me rends compte que le boudin a fini exploser dans tous les sens. Voilà. Après, malgré ça, il me dit, maman, t'as quand même refroidi.
Mais en fin de compte, c'était du charbon. Après. Voilà, exactement. En tout cas, les histoires les racontent. Voilà, merci beaucoup. Nous aurons encore l'occasion de faire des petites émissions comme ça où nous parle de où en tant qu'homme, en tant qu'homme politique et en tant que quelqu'un qui veut défendre absolument la Réunion. Moi, les rayonnés, et j'aime mon pays. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie à vous. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.